Soyez les bienvenus, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Euronews Soir. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce jeudi. La mort à 83 ans de l'ancien président tunisien Ben Ali. Il avait passé 23 ans au pouvoir avant d'être déchu lors de la révolution tunisienne de 2011. Dans l'actualité également, ces courriers envoyés par le Royaume-Uni aux institutions européennes pour faire émerger une solution sur le Brexit. Et puis les prévisions de croissance mondiale fortement abaissées par l'OCDE, l'économie mondiale pourrait enregistrer cette année son taux de croissance le plus faible depuis la crise financière de 2008-2009, en raison notamment du Brexit. On terminera ce journal au Japon à la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. C'est la première fois que la compétition se déroule en Asie. Le pays est prêt à vibrer un mois et demi au rythme du ballon ovale. L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali est mort, il avait 83 ans et depuis la révolution tunisienne, il vivait en exil en Arabie Saoudite avec son clan. Son portrait par Lucie Monnier-Reyes. Il aura fallu un mois de contestation pour que les Tunisiens se débarrassent de Zine El Abidine Ben Ali. L'homme, qui a régné d'une main de fer sur le pays, contraint à l'exil, termine sa vie dans la solitude. Pourtant, Ben Ali, sa femme et sa famille furent tout puissants en Tunisie. Ce clan Ben Ali a, en un peu plus de 2 décennies, amassé une fortune colossale. En novembre 87, il succède à Habib Bourguiba, le père de l'indépendance, après avoir obtenu un certificat de ses médecins, le déclarant sénile et incapable de gouverner. Coup d'État pour les uns, incarnation du changement pour les autres, Ben Ali suscite un tel espoir qu'il reçoit des prix. Le 7 novembre 1987, vous avez en effet rétabli les bases de la démocratie, rendant au peuple tunisien sa dignité. Il reçoit en 1989 le prix Louise Michel, démocratie et droits de l'homme. C'était alors la Tunisie des beaux jours. Zine El Abidine Ben Ali supprime le principe de la présidence à vie, jette les bases d'une économie libérale, instaure une politique sociale de solidarité et poursuit l'émancipation des femmes. Dans les années 90, Ben Ali introduit le pluralisme à petite dose et organise en 99 la première élection présidentielle multipartite de l'histoire en Tunisie. Père de 6 enfants, il apparaît souvent aux côtés de sa femme Leïla, alors que sa belle famille est accusée de mainmise sur l'économie, un clan tout puissant et totalement déconnecté de la population. En 2002, il change la constitution par référendum, du sur-mesure pour lui permettre de se représenter encore 2 fois face à une opposition muselée. Malgré les atteintes aux droits de l'homme, Ben Ali est l'ami de tous les Occidentaux, celui qui parvient à garder la stabilité en Tunisie face à la montée de l'islamisme, une menace souvent agitée pour légitimer les pires exactions dans un État policier. Puis c'est une nouvelle campagne électorale en 2009, la dernière pour lui parce que l'âge limite de 75 ans ne lui permettra plus de se représenter. Scrutin ouvert à d'autres candidats, mais les scores énormes et les fraudes massives lui permettent de l'emporter une fois de plus haut la main. Puis c'est la chute, le peuple excédé par tant de misère et d'impunité réclame le départ de Ben Ali qui s'enfuit en Arabie Saoudite. Reste un regret, Ben Ali s'éteint sans avoir répondu devant la justice des crimes commis durant la dictature. Je vous le disais en titre, le Royaume-Uni a envoyé des documents écrits aux institutions européennes dans une énième tentative de sortir de l'impasse sur le Brexit. Les responsables de l'UE appellent Londres à ne pas faire semblant de négocier pour éviter un divorce brutal. Grégoire Lauret. Il ne s'agit pas d'avancer, mais d'idées couchées sur le papier. Le Royaume-Uni explique avoir envoyé des documents écrits auprès des institutions européennes pour sortir de l'impasse sur le Brexit. Ce sont seulement des papiers pour le moment. Tant que nous ne les aurons pas lus en détail, je ne les décrirai pas autrement que comme des papiers. Les négociateurs du Brexit, Michel Barnier et Stephen Barclay, doivent reprendre ce vendredi leur discussion. D'après les documents, ils évoqueront les questions douanières, les biens manufacturés et sanitaires, ainsi que les règles phytosanitaires. De son côté, le Premier ministre finlandais, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, estime que Londres doit revenir avec des propositions écrites avant le 30 septembre. Les institutions rappellent que le temps presse. Le Brexit est censé prendre effet le 31 octobre.
Et puis le Brexit est l'une des raisons des révisions à la baisse des prévisions de croissance mondiale pour cette année. Si les prévisions de l'OCDE se réalisent, l'économie mondiale enregistrerait en 2019 et 2020 ses pires performances depuis la crise de 2008. Annelise Fantino. Les nuages s'accumulent au-dessus de l'économie mondiale. L'OCDE s'attend à la croissance la plus faible de ces 10 dernières années. L'organisation a revu ses prévisions à la baisse et la hausse du PIB devrait passer sous la barre des 3%. À ce stade, nous devrions être assez inquiets car la révision à la baisse de nos prévisions est très générale. Si les gouvernements n'agissent pas pour freiner cette escalade des tensions commerciales, ni pour investir dans des infrastructures, nous courons le risque de voir une croissance faible s'ancrer dans la durée. Comme la Banque centrale européenne, l'OCDE appelle les États à engager des investissements publics. Cet appel du pied vise les pays qui disposent de marges budgétaires comme l'Allemagne, qui attend une croissance de seulement 0,5% cette année. Et dans l'ensemble de la zone euro, la hausse du PIB devrait péniblement atteindre 1% l'an prochain. Le point d'interrogation sur le Brexit pénalise aussi l'économie britannique qui devrait progresser d'à peine 1% cette année, dans le meilleur des cas, celui d'une sortie à l'amiable de l'Union. Mais en cas de divorce brutal, ses performances pourraient reculer de manière bien plus significative. 17 ans après la pire crise qu'ait connue l'Argentine, la situation d'urgence alimentaire ne s'améliore pas dans le pays, frappé par une inflation étouffante et une pauvreté croissante. La loi d'urgence alimentaire est prolongée jusqu'en 2020. Christelle Petron-Gary. C'est l'un des pays d'Amérique latine où la faim a le plus augmenté en 2018. L'Argentine vient de prolonger jusqu'en 2022 une loi d'urgence alimentaire. Le texte a été voté à l'unanimité par le Parlement. Son objectif, augmenter de 50% les fonds publics consacrés à la lutte contre la faim, alors que le pays est aux prises avec une inflation étouffante et une pauvreté croissante. Cette loi, prorogée sous la pression de la rue, a été mise en œuvre en 2002 quand le pays subissait la pire crise de son histoire. Alors que les soupes populaires fleurissent dans les rues, les cantines sociales sont remplies d'enfants que leurs parents ne peuvent pas nourrir. Les enfants ne peuvent pas manger de yaourt ni avoir de lait. Les mères sont obligées de se battre pour demander du lait en poudre car elles ne peuvent pas acheter du lait ou des yaourts. Au premier trimestre, la pauvreté touchait déjà plus d'un tiers des Argentins. Près de 8% se trouvent dans une situation de dénuement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas couvrir leurs besoins alimentaires de base. Il y a beaucoup d'enfants dans le besoin, beaucoup qui souffrent de dénutrition, qui vont se coucher le ventre vide. Et les prix des denrées alimentaires, comme de tous les produits de base, ne cessent d'augmenter. Au cours des 12 derniers mois, l'inflation s'est établie à plus de 54%. Je vous en parlais hier, le 10 novembre, les Espagnols retourneront aux urnes pour les 4e élections législatives en 4 ans. Un nouveau scrutin contraignant pour la population et qui a un coût pour le pays. Les explications de Louise Brozolo. Même si la démocratie n'a pas de prix, les élections, elles, ont un coût. Et en Espagne, l'incapacité des partis politiques à former un gouvernement ne fait que l'augmenter. Presque 5 mois après les élections du 28 avril, de nouvelles législatives sont convoquées le 10 novembre, le 4e scrutin en 4 ans. Et le budget pour l'organiser est conséquent, même si une réforme électorale vient de réduire la période de campagne et limiter les subventions pour les partis. Les prochaines élections vont tout de même coûter 175 millions d'euros. 140 pour l'organisation et la logistique, 32 millions de subventions pour les partis politiques et 3,5 millions d'euros alloués aux députés sortants. Avec l'organisation de ce nouveau vote, le pays aura donc dépensé depuis 2015 plus de 700 millions d'euros de l'argent public. Je n'aime pas ce qui se passe. L'argent qu'ils vont dépenser pendant cette campagne devrait être dépensé dans des hôpitaux ou des écoles. Pourquoi dépensent-ils cet argent? Les politiciens ne se soucient pas des gens, mais plutôt de leurs emplois et de leurs salaires. Cette nouvelle élection ne changera rien. Je pense que c'est une perte de temps. Les politiques ne pensent pas au peuple, ils ne pensent qu'à eux-mêmes.
Et en tant que citoyenne espagnole, je ne suis pas sûre de voter aux prochaines élections. Et pour ces élections, deux inquiétudes, celle d'une très faible participation, mais surtout la peur d'un bis repetita. Le peu de temps entre les deux votes pourrait mener au même résultat, une trop courte majorité socialiste et une union des trois droites insuffisante. Venons-en à cette initiative inédite proposée par une mairie en faveur de l'environnement. À Roubaix, dans le nord de la France, 500 familles ont relevé le défi du zéro déchet. Moins de poubelles pour plus d'écologie, mais aussi plus d'économie à la fin du mois. Donc là, on rajoute l'huile essentielle de Palmarosa. Depuis quelques mois, Magdalène Deleporte fabrique elle-même ses cosmétiques. Déodorant, shampoing ou même dentifrice, chaque préparation ne lui prend que quelques minutes. On va faire du dentifrice, donc à base d'argile blanche, d'huile essentielle de menthe poivrée et du blanc de meudon qui remplace le bicarbonate et de l'eau. Comme 500 autres familles à Roubaix, les Deleporte participent à un programme zéro déchet initié par la ville. Le but, faire des économies tout en protégeant la planète. On s'est rendu compte que d'avoir un impact écologique, ça avait un impact économique. Donc on gagne entre 100 et 150 € par mois. L'initiative Zéro Déchet remonte à 2014. L'objectif de départ était que les familles participantes réduisent de moitié leurs déchets en modifiant leurs pratiques d'achat et leurs habitudes. Donc c'est des ateliers pour les aider dans la démarche du compostage. C'est des ateliers pour les aider à faire leur lessive ou leurs produits d'entretien plus largement eux-mêmes, voire même leurs cosmétiques. Et c'est vrai qu'il y a au total une trentaine d'ateliers par an qui leur donnent le choix pour débuter dans la démarche zéro déchet. Ce programme est un franc succès. Selon la municipalité de Roubaix, toutes les familles ont réduit significativement leurs déchets, parfois jusqu'à 80%. Certaines ont également fait d'importantes économies, jusqu'à 250 € par mois, soit 3 000 € par an. Ça tient des mois. Allez, on termine ce journal au Japon où le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby sera donné demain. Julien Plazanet a rencontré des joueurs et le staff qui compte les heures avant les premiers matchs. La 9e Coupe du Monde de rugby s'ouvre ce vendredi au Japon, première édition en Asie. Les nations participantes sont arrivées tour à tour et ont pu profiter de l'hospitalité japonaise, comme les Français et les Argentins respectivement installés au pied du mont Fuji et à Fukushima. C'est bien de pouvoir s'inspirer de toutes ces coutumes et de ces traditions parce que c'est toujours bien de savoir où on met les pieds pour préparer cette compétition du mieux possible. Ils nous ont très bien reçus ici et ils nous traitent incroyablement bien. Le centre est très sympa, avec les meilleurs équipements. 6000 volontaires ont travaillé à l'accueil des délégations et une impressionnante force sera aussi mobilisée pour les 500 000 fans venus du monde entier. Nous avons environ 13 000 bénévoles, dont 7 000 qui seront dans les villes hautes, autrement dit dans les aéroports, les gares. Il y aura également des fan zones, ils seront un peu partout pour accueillir les gens. Si l'ambiance est assez calme dans les rues de Tokyo, notamment en attendant l'ouverture de fan zones lors des matchs, la population locale attend beaucoup de ce mondial. C'est une grande opportunité pour le Japon et peut-être que le rugby au Japon deviendra encore plus populaire. C'est vraiment une belle opportunité. On espère avoir du succès avec cette Coupe du Monde. 48 matchs sont donc programmés sur 12 sites jusqu'à la finale le 2 novembre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très belle soirée, à demain.